Il y a des moments où on ne peut qu'être porté par la grâce de certaines propositions, où on en perd toute velléité critique à vouloir aller chercher les défauts dans la cuirasse, à vouloir venir devant vous et puis éventuellement pointer du doigt tel ou tel détail qui n'irait pas. Là, franchement, ce ne sera pas le cas pour ce Dune 2 que j'ai trouvé d'une absolue magnificence, de chaque plan, de chaque instant. C'est un très très grand film. Alors de là à parler de chef-d'œuvre, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, c'est un mot, vous savez, que sur cette chaîne que j'emploie avec beaucoup de parcimonie. Pour qu'il y ait chef-d'œuvre, il faut déjà qu'il y ait une œuvre, et il faut ensuite qu'il y ait un film qui porte toute l'œuvre d'un metteur en scène jusqu'au pinacle. Est-ce que c'est le cas de ce Dune 2 ? Franchement, je pense, oui, parce que Villeneuve, on le connaît bien, Prisoners, Ennemis, des films un petit peu comme ça, puis le Blade Runner, puis Dune, premier du nom, et puis franchement, ce Dune 2 qui symbolise, je pense, tout son cinéma, dans ce que j'aime comme dans ce que je n'aime pas parfois, mais alors là, pour le coup, ça colle parfaitement avec ce projet. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose à en dire de ce film. Je viens pas ici vous faire un récit détaillé, une critique vraiment à chaud de ce film que j'ai découvert hier soir, au moment où j'enregistre cette émission, donc un petit peu après tout le monde. Mais après tout, hein, on s'en fout, on n'est pas pressé. Et puis sur cette chaîne, vous savez qu'on aime bien prendre notre temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en discuter avec vous. Pour le coup, j'ai été absolument transporté. C'est un film en état de grâce. Mais littéralement, on est sorti de la séance avec ma compagne complètement transporté. C'est un petit peu l'anti-Avatar, dans le fait qu'Avatar, que j'adore, est une proposition lumineuse, est une proposition du cœur, on parle de la famille, on essaye d'y mettre des sentiments un petit peu à la Disney, là c'est pas du tout le cas, on vous décrit une société déshumanisée, et la mise en scène de Villeneuve colle parfaitement avec cette proposition. Vous savez que de temps en temps, je peux avoir du mal avec le cinéma de Denis Villeneuve, comme avec celui de Nolan. C'est un cinéma que je qualifie de minéral parfois. C'est un petit peu hermétique, on n'y décrit pas des rapports humains très chaleureux pour le moins. Là, ça colle parfaitement, forcément, avec cette société déshumanisée à l'extrême. Alors, pas de chaleur dans ce film-là, hein, pas de chaleur dans les relations familiales qui sont tendues, pas de chaleur entre les protagonistes. Oui, de temps en temps, on se fait une accolade, de temps en temps, il y a une relation amoureuse au milieu, mais même ça, c'est décrit avec beaucoup de pudeur et beaucoup de retenue. On n'est pas dans une explosion de sentiments comme ce à quoi le cinéma nous a habitués ces dernières années, avec toutes ces productions Marvel qui se sont enchaînées. Non, franchement, la musique de Hans Zimmer, elle habite le film, elle habille chaque image. Je trouve ça, mais grandiose. Il n'y a pas un plan que je changerais dans ce film. J'ai été, mais absolument transporté. Grâce en soit rendue donc à Sir Villeneuve, qui de toute façon n'a jamais fait des projets faciles. C'est des projets qui divisent toujours. Un Prisoners, je l'avais découvert dans une salle, je crois que c'était au Canada, et j'avais adoré à l'époque. Je l'avais pris en pleine tronche. J'ai toujours suivi son cinéma avec intérêt. Il fait un cinéma un petit peu, comme je vous l'ai dit, hermétique. Blade Runner, c'est pas fait pour tout le monde, et je trouve ça magnifique qu'un tel cinéma existe encore aujourd'hui, qu'on puisse faire des propositions comme ça, qui peuvent diviser, qui font un petit peu discuter, et ce Dune ne manque pas de faire discuter. Alors il y a quand même un consensus autour de Dune 2, hein, vous l'aurez remarqué, les gens ont tendance à aimer, mais j'entends de ci, de là, des gens, des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils n'ont pas trop aimé, et tant mieux, hein, ça fait avancer les discussions et tout, je trouve ça chouette. Après on peut critiquer beaucoup de choses sur ce film, j'ai entendu critiquer le rythme du film, mais je suis pas du tout d'accord. Après, c'est une différence de perception, c'est un problème de perception par rapport à ce film. Vous savez que je n'ai pas aimé Oppenheimer, mais je reconnais que c'est un très grand film de cinéma, et là, on est face à un très grand film de cinéma. La proposition peut nous laisser froid tout à fait, hein, c'est un rythme particulier, mais moi je trouve que quel rythme dans ce film, hein. Il y a des instants, des fulgurances qui arrivent à certains moments du récit. On crée un petit peu l'envie, on crée la frustration parfois en faisant des ellipses à certains moments du récit, mais je trouve que c'est très très bien monté à des moments d'un coup, tel dans une série télé de luxe, on quitte le protagoniste principal auquel on s'était attaché, on voulait suivre la suite de l'histoire. Non, on va voir la maison Harkonnen, on va voir ce qui s'y passe. Aucun spoiler hein, dans cette émission, parce que c'est un film à découvrir sur grand écran, le plus grand écran possible. Allez-y sans tarder. Maintenant, les salles commencent à se vider un petit peu, c'est vraiment le moment d'y aller tranquille. J'ai eu une salle qui était conquise, mais ça fait plaisir d'avoir une salle calme, avec alors un dimanche matin à 10h30, hein, mais une salle relax, pas de popcorn dans mes oreilles, c'était vraiment chouette. J'ai pas vu passer les presque 3 heures du film, quand même 2h46 au compteur, faut quand même se le fader. Moi je me suis dit, bon ça va y avoir des séquences un petit peu encore d'exposition, parce que si j'avais su apprécier le premier volume de Dune, je vous avoue que je m'étais quand même dit, ouais, il y a quand même des moments un petit peu de lenteur, on était sur un film assez lent, un vrai film d'exposition, on posait un peu tous les personnages, bah là on se débarrasse de ça, on n'a plus besoin de toute cette exposition, donc on est
dans le vif du sujet, mais en même temps, il y a pas mal d'explications, pas mal d'atermoiements entre les différents protagonistes, et il y a beaucoup de choses qui sont suggérées par l'image. C'est là que le cinéma de Villeneuve, je le trouve brillant. Alors certes, j'ai pas relu les livres Dune hier ou avant-hier, hein, moi je les ai lus il y a très longtemps, mais personnellement, ce que je pense en voyant aujourd'hui la proposition de Villeneuve, c'est qu'il a su mettre à l'écran tout un tas de petits détails qui nécessitent d'être attentifs. C'est pas le film d'aujourd'hui qu'on regarde du coin de l'œil sur Netflix en remplissant sa grille d'impôts, non, c'est pas du tout ça, c'est un cinéma qui demande de la concentration, qui demande de regarder ce qui se passe sur l'écran, un petit peu comme quand on lit une bonne BD, et qu'il faut savourer chacune des cases. Ben, c'est la même chose là, c'est un cinéma de l'exigence, exigence de chaque instant, l'exigence que le metteur en scène, que Denis Villeneuve a mis dans son film pour vous offrir des prestations d'acteurs incroyables, mais incroyables, ils sont tous bons. Dave Bautista, est-ce qu'on pensait qu'il pouvait nous livrer une prestation comme ça après avoir fait Drax? Bah là, il est incroyable. Timothée Chalamet, je ne le supporte pas, je n'aime pas du tout Timothée Chalamet, il est utilisé parfaitement dans ce film, il n'y a aucun acteur, aucune actrice que je peux critiquer dans ce film, je les trouve tous parfaitement à leur place. Et du coup, on va se le dire, c'est un petit film miraculé que ce Dune 2, et on peut que remercier Warner d'avoir su donner et redonner sa chance à Denis Villeneuve, parce que c'était pas gagné, il faut pas se mentir. Et là, je vais prendre ma petite feuille, parce qu'il y a pas mal de chiffres, vous m'excuserez, mais il y a quand même beaucoup de choses dont j'entends pas parler sur d'autres sites, sur les vlogueurs que je suis, tout ça. On pointe un peu du doigt le fait que le film ne remportera pas autant qu'on aurait espéré qu'il remporte, mais j'ai envie de dire, hé les gars, c'est déjà le cas sur le premier volet, hein. Denis Villeneuve, il fait pas beaucoup rentrer d'argent. Denis Villeneuve, il est là pour une question d'image. Alors là, attention, hein, c'est mesurer un petit peu mes propos, mais le Blade Runner 2, il affiche 150 millions de dollars de budget au compteur. Combien il rapporte? Eh ben, il rapporte 90 millions sur le territoire américain, 270 tout autour du monde. 150 millions de dollars de budget. Donc c'est un four. Sur le papier, c'est un four. Mais derrière, il y a l'accueil critique, l'accueil des spectateurs. Et c'est pas comme un accueil des spectateurs sur... c'est difficile à comprendre, il y a plein de nuances dans le box-office, vous voyez. Quand je vous parle sur cette chaîne que La Petite Sirène, l'année dernière, a planté, c'est parce qu'il y a une grosse promo et parce que c'est des projets extrêmement populaires qui sont faits pour faire venir le public en masse dans les salles. C'est family-friendly. Là, on a sur des Dunes, on est sur des PG-13, donc des interdits au moins de 13 ans, donc c'est pas forcément tout public. Mais pour autant, c'est pas classé R, quoi. C'est pas, ça met pas la pédale forte sur la violence, le gore. Non, c'est quand même, on peut faire venir un public dans les salles, mais c'est pas pour autant destiné aux enfants, loin de là. Et c'est pas destiné à tous les cinéphiles. Blade Runner, ça a quand même planté. Alors, il y a des données que j'ai pas, comme l'exploitation en support ou les négociations sur les services de streaming. Mais je pense que pour des gros studios comme Warner, ben, un bon film, ça compte aujourd'hui. À un moment où le cinéma existe, essaye d'exister encore dans les salles, le 7e art lutte pour avoir sa place sur le grand écran, ben, il faut des grosses propositions, et il faut des films comme ça qui arrivent et qui fédèrent un petit peu, du moins entre critiques et spectateurs qui se sont déplacés pour aller les voir. Là, pour le coup, Dune, le premier, je suis désolé, 165 millions de dollars de budget, 108 ramassés sur le territoire américain pour quelque chose comme 434 tout autour du monde. C'est pas un gros succès. Normalement, un film, pour qu'on puisse greenlighter une suite, il faut théoriquement qu'il ramasse à peu près au moins son budget, au moins sa mise de départ, rien que sur le territoire américain. Et le reste, ben, ça rembourse et ça fait faire de l'argent. 165 millions, le film, on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il aille chercher un 600 millions, 800 millions tout autour du monde. Non, là, il fait 108 sur le territoire américain, ça marchote, même dans l'ère post-Covid, il faut quand même bien le dire, 434 tout autour du monde, c'est pas la folie. Ce Dune 2, c'est quoi? C'est 190 millions de dollars de budget. 190 millions de dollars de budget, ça en fait déjà un gros blockbuster, c'est-à-dire qu'on met des billes. Alors forcément, Villeneuve, c'est comme Cameron, hein. Chaque centime, vous le voyez sur l'écran. On va pas se dire que c'est trop pour ce film-là. Majesté des effets spéciaux, les décors, les costumes, c'est absolument incroyable. Je vous le dis encore, sur chaque plan, dans chaque cadre, il y a plein de détails, c'est magnifique, mais ça coûte 190 millions de dollars. C'est bien normal. Aujourd'hui, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais ça ramasse pas autant qu'espéré ». Mais en réalité, on en est déjà à 205 millions sur le territoire américain, 289 tout autour du monde. C'est-à-dire qu'on a augmenté un petit peu le budget, 165 millions sur le premier film, qui était quand même un film un peu d'exposition, avec quelques séquences marquantes, 190 millions pour le deuxième volet, qui lui est blindé de scènes d'ampleur, avec des combats de masse, c'est absolument fou. Je veux dire, ça paraît dans le budget, on va dire. Et pour l'instant, le film ramasse 500 millions autour du monde, 434 millions sur le premier,
500 millions pour 190 millions de dollars de budget, je trouve que c'est pas une si mauvaise affaire. Surtout qu'il y a deux données à prendre en considération. Il y a déjà que le film il fait 80 millions sur son premier week-end aux États-Unis. 80 millions, ça veut dire que c'est une grosse sortie, c'est un très beau week-end. Le premier avait fait 40. Donc ça veut dire que le public non seulement répond présent, non seulement veut voir la suite, mais qu'en plus il y a de nouveaux adeptes qui sont arrivés, qui l'ont découvert en support, qui l'ont découvert sans doute en streaming et qui ont envie de savoir ce qui va se passer. Donc là, il y a quand même un indicateur qui est envoyé, c'est que Dune, on n'aurait pas dû greenlighter une suite normalement. Dans le monde qu'on a connu, c'était un film qui n'était pas fait pour exister, que ce Dune 2, pourtant il est là, et ça marche. Maintenant, il va falloir savoir si, comme on dit aux States, il a des jambes, c'est-à-dire que si ça continue à marcher, si ça continue à fédérer des gens. Pour l'instant, 500 millions autour du globe. Qu'est-ce qu'il fera en fin de carrière? Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas Nostradamus. Ça peut être tout l'un, tout l'autre. Soit il va s'arrêter rapidement, soit il va continuer. Je lui souhaite bien évidemment de continuer, parce que j'ai envie de voir une suite. De toute façon, la suite, elle est greenlightée et ça la mettra pas en péril, parce qu'il a déjà ramassé ce qu'il devait ramasser. Mais voilà, ça, je voulais l'aborder, parce que ça me paraît essentiel d'en parler. C'est encore une histoire de chiffres. Vous savez que sur cette chaîne, on aime bien parler de chiffres et de box-office. Mais il faut quand même comprendre un petit peu comment ça marche. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je trouve qu'il faut quand même faire chapeau bas à Warner, parce que c'est quand même des paris, des films comme ça. On claque beaucoup d'argent à une époque où le cinéma, encore une fois, n'est plus une affaire certaine. Il y a franchement eu une époque où on pouvait mettre des billes sur la table, et ça je vous l'ai dit en fin d'année sur l'émission où on parlait des bids. Avant on arrivait avec des licences fortes, on pouvait arriver avec un Indiana Jones, un Ghostbusters, un Iron Man, n'importe quoi, et on était sûr de ramasser de l'argent. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui le public commence à être un peu plus exigeant. Il va falloir faire une différence maintenant entre le public qui se déplace dans les salles, c'est-à-dire le public qui décide de lever ses miches de son canapé pour se déplacer, pour aller braver le froid et les intempéries, aller prendre les transports en commun, pour aller se rendre dans une salle un petit peu en avance pour pouvoir choisir sa place, et profiter d'un grand spectacle, et le public qui lui va rester tranquillement chez lui à allumer Netflix. C'est pas la même chose, donc là, vraiment, je suis content, je le redis, des scores de Dune 2 qui valident un petit peu la proposition de Villeneuve, et quelle proposition, voilà. Je vais m'arrêter là, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je le redis quand même, allez découvrir ce film, j'ai franchement été porté. Alors moi qui demande toujours du cœur dans le film, là le cœur faut quand même gratter, parce qu'on nous décrit une société totalement déshumanisée, mais c'est normal, hein, franchement c'est la direction que prend notre société, on va pas se mentir. Hein. Là aujourd'hui on nous fait croire au vivre ensemble, et en fait on est dans une société plus cloisonnée que jamais, on est tous enfermés dans nos stéréotypes, dans les petites cases qu'on a choisies pour nous, on célèbre comme la venue du Messie, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui moi me fait très peur, parce que je trouve que là on a ouvert la boîte de Pandore, mais en même temps on est dans une révolution, c'est presque philosophique, mais on est dans une ère de révolution aujourd'hui, c'est l'ère de la révolution numérique, c'est aussi important l'ère qu'on traverse aujourd'hui que quand on a découvert le feu, ou quand on a créé l'industrie. Aujourd'hui, l'ère numérique qu'on est en train de traverser, bah voilà, qu'est-ce qui va advenir de l'humanité dans 100 ou 200 ans, j'en sais rien, je serai plus là pour le voir, vous non plus d'ailleurs, mais pour le coup, la société qu'imagine Villeneuve, en adaptant ce Dune, ce récit du visionnaire Frank Herbert, ben, je trouve que c'est tout à fait raccord. Sa mise en scène, la beauté, encore une fois, de cette mise en scène, mais j'ai été porté, hein, presque 3 heures, je me suis pas tortillé une fois sur mon siège, j'ai même trouvé les sièges confortables pour une fois, j'étais tellement porté par le film que... Il y a un moment, je me suis dit, mais on en est où là? Parce qu'on n'avait même pas encore vu ce personnage de Faye, là, qui est interprété par Austin Butler, magnifique, encore une fois, des choix de Villeneuve, on va chercher Austin Butler. Austin Butler, c'était quand même les Shannara Chronicles, Austin Butler, c'était ça. Et dans une petite série teenage, que j'ai bien aimé, mais dans une petite série teenage MTV, et puis là, on le balance dans ce rôle-là, qui avait été interprété par Sting dans le Dune de David Lynch, que j'aime beaucoup, j'ai toujours apprécié le Dune de David Lynch, mais parce que pour moi c'est une Madeleine de Proust, je l'avais découvert avec mon père au Palais des Congrès à Lyon à l'époque, il y avait 2 films qui m'ont marqué à l'époque, Dune et Star Trek 2, mais aujourd'hui je pense que la proposition de Villeneuve enterre celle de Lynch. Si je revois le film de Lynch, ça sera vraiment pour me dire, bon voilà, je me fais un petit trip down memory lane, pour redécouvrir un petit peu, retrouver un petit peu mes frissons de gosse, et je le regarderai certainement prochainement avec ma compagne qui l'a jamais vu, mais pour le coup, là, tout enterre la proposition de Lynch, je veux dire, c'est vraiment maîtrisé. Denis Villeneuve, il se fait même plaisir en filmant des séquences en noir et blanc qui sont intégrées au récit. Donc je veux dire, c'est juste du génie, c'est juste le mec, il a un cerveau comme as, et il se dit, bah tiens, je vais filmer tel plan comme ça, bah tiens, et si on faisait ci, et si on faisait ça. C'était déjà le cas sur le premier volet, c'était déjà le cas sur tous ces films, mais là, vraiment... il pousse le curseur, c'est digne d'un Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, quoi. Faut vraiment être un génie au sens le plus pur du terme pour pouvoir
garder en tête tout le projet, avoir un œil sur les costumes, sur ce qu'on veut voir à l'écran. Il faut vraiment faire partie d'une race à part de metteurs en scène. Allez voir ce film, ce Dune 2, qui n'est ni plus ni moins que, à mon avis, et je peux le dire déjà en début d'année, ce sera l'un des plus beaux films que vous pourrez voir en salle cette année. Voilà, si là je vous ai pas donné envie, je sais pas ce qu'il vous faut. Si vous êtes encore là et que vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas, hein, le petit pouce, ça fait très plaisir. Vos commentaires encore plus, je les lis avec beaucoup d'intérêt, j'y réponds à chaque fois, mais vraiment pas parce que je me sens obligé de le faire, mais parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait plaisir et que des fois vous me faites réfléchir un petit peu sur certains trucs. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues dans ce Dune 2, n'hésitez pas à les partager ici avec moi. Et nous, on se retrouve forcément bientôt. Je vous avais promis une émission sur les maîtres de l'univers, elle arrive, vous inquiétez pas, elle est tournée en réalité, hein, mais c'est juste que l'actualité, les Oscars, Dune 2, je cale un petit peu tout ça comme je peux, je monte tout ça quand je peux, mais voilà, on se retrouve donc pour une prochaine avec Musclor sur cette même chaîne. Ciao!